Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis contente que vous soyez restés. Donc, on va maintenant commencer avec notre table ronde. Je commence à vous présenter mes collègues qui sont autour. Donc, Jean-Luc Desmatéis, qui est responsable secrétaire central du syndicat bâtiment, artisanat du bâtiment construction métallique et qui est aussi membre du bureau exécutif de l'OGBL. Puis Estelle Winter, qui est secrétaire centrale du syndicat service privé de nettoyage. Joël Delvaux, qui est notre secrétaire central du département des travailleurs handicapés. David Angel, qui est secrétaire central de notre syndicat commerce. Et puis, pour finir à ma droite, Michel Claus, qui est secrétaire central du syndicat Services et Énergie. Elle est aussi responsable pour notre département des femmes et elle est membre du bureau exécutif. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Et moi, Daniel Niels, secrétaire central ou général du syndicat Éducation et Sciences. Je suis personnellement très contente qu'on a pu organiser ceci et j'en remercie le département des immigrés. Donc espérons qu'on trouvera encore quelques réponses supplémentaires à nos questions qu'on se pose tous les jours puisque en tant que syndicat présent dans tous les secteurs de l'économie, on est assez souvent confronté à des situations pénibles pour nos membres et pour nos délégués. Et donc, je pose la question directement à Jean-Luc. Est-ce qu'on a des constats identiques ou similaires à ceux énumérés dans l'étude qui nous a été présentée par M. Bach? On est un pauvre syndicat, on n'a que 3 micros. Ben sinon, j'aurais aussi pu parler avec une voix un peu plus forte, mais ça va aller comme ça. Bon, bonsoir tout le monde. La question est un peu spécifique et étrange, parce que lorsqu'on a eu les entretiens avec le CEFIS, on nous a posé cette question. Donc nous, en préparation de cette étude aussi, on s'est posé la question avec plusieurs syndicats professionnels, quels sont nos ressentis, nos vécus dans les différents secteurs par rapport à cela. Et tout en sachant que le phénomène de la discrimination, qu'elle soit maintenant raciale ou autre, est un phénomène connu, est un phénomène, et on l'a vu aussi par rapport à l'étude présente au Luxembourg, les cas spécifiques étaient plutôt minces. Les cas spécifiques, donc, où on a pu prouver par la suite, et on l'a vu, il y a 4 affaires au tribunal où la discrimination n'a pas pu être prouvée par cause de manque de preuves, où la personne, la victime n'a pas pu porter les preuves. Donc, on a un peu ce phénomène-là, où les gens nous disaient, oui, il s'est passé des choses, mais j'ai rien fait par rapport à ça. Donc, on a eu, et ensuite mes collègues diront sûrement, donneront plus de détails, mais on a vu que dans le monde du travail, on l'a vu aussi dans l'étude, est un terrain très propice à la discrimination. On a remarqué que dans certains secteurs, on était discriminé par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à son origine ethnique, donc à sa nationalité, à la couleur de la peau. Et le monde du travail est si large que la discrimination était vraiment très différente. On a pu bloquer quelqu'un dans sa carrière parce que peut-être sa nationalité créer un problème à un supérieur hiérarchique. On a pu discriminer quelqu'un parce que son apparence ne convenait pas à un client ou autre. Donc on a vraiment vu que, oui, il y a ces cas-là, mais c'était quand même des cas, pas isolés, mais des cas spécifiques. Et la majorité des gens disaient, j'ai rien fait parce que ça sert à rien. J'ai pas su me battre contre cela. Et non, quand même, en tant que syndicat, notre première réponse est toujours dire, s'il y a ces choses-là, on a une délégation, quoique, tout en sachant que les droits des délégations dans ce domaine-là ne sont pas très spécifiques et clairs. Donc, il faudrait, dans l'entreprise, dans le secteur, élaborer certaines choses, mais ça, on va sûrement en parler plus tard. Mais c'est très compliqué aussi de soutenir ces personnes-là, parce que, comme on l'a dit, il faut porter plainte, il faut avoir la charge de la preuve, donc prouver ce qui a été fait, ce qui a été dit, une cause à effet par rapport à la discrimination si on n'a pas reçu un poste, une augmentation de salaire par rapport à quelque chose. Donc, c'est vraiment très protéiforme, c'est un mot que j'ai connu aujourd'hui, donc sous toutes ses formes. Et malheureusement, on doit dire oui, on a vraiment vécu ça à plusieurs niveaux, et c'était quand même
une surprise pour moi quand j'ai vu l'étude que quand même la généralisation de ce fléau dans la société luxembourgeoise. Si on voit maintenant les craintes des personnes qui ne veulent pas avoir un voisin d'une certaine nationalité, qui ne veulent pas avoir un supérieur hiérarchique d'une certaine nationalité, ça surprend, mais l'ampleur surprend, pas le fait, mais de dire il faut vraiment, encore plus qu'avant, se battre contre ce fléau-là, donc que ce soit maintenant nous en tant que syndicat, avec nos délégués, avec nos structures à nous, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation. Bon, merci Jean-Luc, c'était en fait une bonne introduction. Je voudrais maintenant aller peut-être un peu plus dans le détail avec Estelle, où les délégués du secteur du nettoyage font régulièrement leur permanence. Il y a le salon du nettoyage où les gens viennent pour récolter des informations ou pour se plaindre. Quelle situation existe dans le secteur du nettoyage et comment penses-tu qu'on peut ou comment est-ce qu'on a déjà réagi? Merci Daniel, donc bonsoir à tous. Bon, pour commencer, je voudrais, avant de répondre à ta question, faire une présentation du syndicat, puisque pour commencer, bon, on m'a présenté, donc je suis Estelle Winter et je suis responsable du syndicat nettoyage et je suis accompagnée par une collègue aujourd'hui qui est absente et que j'excuse, qui est Mireille Folchette et qui est notre conseillère syndicale. Mais comme tu l'as dit, on est représenté dans le secteur avec des délégations du personnel et on a un peu plus de 200 délégués titulaires et effectifs. Donc, comme je l'ai dit, donc, le secteur est aussi représenté pour comprendre et surtout pour s'imbiber un petit peu de ce qu'on a discuté tout à l'heure, de toute la présentation et de ce que je vais redire aujourd'hui. Le syndicat, aujourd'hui, donc, est représenté par 11 300 salariés dans le secteur, dont 83% sont des femmes, et comme ça a été expliqué tout à l'heure, donc 55% ont au moins un enfant en charge. Il faut savoir que 66% sont des salariés à temps partiel et que très souvent la main-d'œuvre est peu qualifiée. Je vais vous faire une petite géographie aussi du secteur, puisque, comme ça a déjà été dit, mais nous, on a un secteur pluriculturel, dont le secteur de l'immigration est représenté, comme a été expliqué, à un secteur avec une nationalité qui représente la nationalité portugaise, donc elle représente 53%. Il y a les frontaliers après, donc, qui représentent pour les Français 26%. On a 2% avec les Belges et les Allemands. Comme ça a été dit, les Luxembourgeois sont représentés à 5%. Et le reste, toutes les autres nationalités représentent à peu près 14%. Il est clair que le syndicat nettoyage a instauré en premier lieu donc, des permanences pour le nettoyage. Donc des permanences, c'est des délégués du personnel d'entreprise qui effectuent tout au long de la semaine à tour de rôle par entreprise dans les bureaux de l'OGBL à Luxembourg, une permanence soit le matin ou soit l'après-midi afin de recevoir le personnel de leur entreprise puisque, comme vous pouvez comprendre, le secteur du nettoyage, on n'est pas dans une usine, on n'est pas dans un bâtiment, donc le nettoyage est externalisé vers des entreprises externes. Donc ce qui fait que les salariés travaillent sur tout le territoire du Luxembourg, et ce qui leur fait qu'il faut qu'ils se déplacent soit une entreprise qui parfois, les salariés, par crainte, préfèrent aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on avait instauré ces permanences. Par la suite, on a instauré donc le salon du nettoyage. Donc c'est des journées entières où, donc avec nous, les secrétaires centraux, les délégués du personnel du secteur, on organise donc des journées complètes où les salariés peuvent venir poser différentes questions, demander des renseignements, etc. Donc on peut faire aussi bien du contrôle des fiches de salaire, mais aussi on peut aussi bien, par exemple, faire une plainte à un employeur suite à une discrimination. Voilà. Donc
les discriminations, donc je vais peut-être vous donner quelques exemples pour que vous voyez un petit peu comment ça peut fonctionner dans notre secteur. Par exemple, on a eu une discrimination sexuelle. Donc je vais vous donner un exemple, c'est des exemples réels. Par exemple, on avait un responsable qui avait envoyé des images qui montrent des actes sexuels entre un humain et un animal. Par la suite, il y a un salarié, donc le salarié qui reçoit ce message, en dessous, il est inscrit « je t'ai reconnu ». Donc, et puis il y avait plein de choses comme ça, à connotation sexuelle, mais avec des animaux et un humain, donc, et c'était ciblé sur un salarié. Donc il a contacté la délégation du personnel, qui là, avec cette délégation qui m'a contacté, on a mis en place donc toute une procédure pour essayer de soutenir cette victime, parce qu'en plus, donc on avait les preuves, puisqu'il avait tout dans son téléphone, donc on a eu donc la preuve qui était nécessaire pour pouvoir continuer cette plainte. Donc on a fait une plainte écrite à l'employeur de ce que la victime subissait. Donc il y a eu une réunion interne dans l'entreprise avec cette victime. Et la conclusion, parce que je ne veux pas vous raconter toute la procédure, mais la conclusion est simple, c'est que donc, le harceleur a été sanctionné, en tout cas. On a eu aussi une discrimination donc, raciale, par exemple, donc il y avait un responsable sur un chantier donc, qui a traité un salarié de sale noire, et il lui a dit « retourne dans ton pays ». Donc là aussi, la délégation a été interpellée. On a encore refait une procédure, puisqu'on a une procédure qu'on a mise en place chez nous, qu'on utilise, qu'on trouve aussi dans le livre de la Chambre des salariés, donc sur le délégué à l'égalité, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et on a pu, parce qu'il y avait aussi des témoins, donc faire une plainte écrite auprès de l'entreprise. En tout cas, il y a déjà eu réunion interne, parce que c'est assez récent, réunion interne avec la direction. Là, on est en attente d'une réponse de la part de l'employeur. On a eu aussi une discrimination à l'embauche, donc c'est aussi récent. Donc une dame, donc c'était même un couple qui s'est présenté à un entretien pour une embauche. Donc c'était une salariée avec son mari. C'était des nouveaux immigrés qui arrivaient ici à Luxembourg. L'employeur était très intéressé par le profil, donc, puisque la dame avait un diplôme universitaire. Donc c'était une opportunité pour un travail dans l'entreprise. Elle était de nationalité brésilienne. Quand l'employeur a vu cela, il y a eu un revirement par cet employeur. Donc il y a une explication en lui disant on n'engage pas des personnes ressortissant d'un pays tiers. Donc la salariée était avec une autorisation de séjour et un permis de travail. Donc on lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas l'embaucher. Donc, il y a eu une plainte qui a été faite par une institution, donc l'ASTI. Nous avons été donc informés, et donc la délégation du personnel a eu un entretien avec la direction, la direction naturellement s'en excuse, mais demande à ce que cette salariée, cette dame revienne en tout cas auprès de l'entreprise afin que l'employeur s'excuse et voir si elle serait toujours intéressée pour un poste. En tout cas au travail. Bon, c'est clair que dans notre secteur, il y a aussi beaucoup d'autres discriminations, puisque les salariés sont confrontés, je vais vous donner des petites explications, des petites phrases, parce que je ne vais pas faire le détail de tout, mais par exemple, on dit souvent que les salariés sont des profiteurs pour avoir des aides sociales, qui ne contribuent pas à l'économie luxembourgeoise. On fait comprendre au salarié, s'il n'est pas content, qu'il retourne dans son pays d'origine, que s'il y a un problème parfois de langue, puisque ça a été déjà cité, mais c'est vrai que si vous ne parlez pas soit luxembourgeois ou le français, parce que dans notre secteur, il faut aussi parler le français, puisque aussi elle est demandée, cette langue, lors de l'embauche, donc c'est vraiment précisé. Il y a aussi parfois souvent des commentaires qui sont déplacés, donc qu'on fait savoir aux salariés. Il y a beaucoup de traitements d'inégalité, des menaces récurrentes.
des pressions journalières. Il y a aussi les dégradations sur les conditions de travail, les intimidations, des réprimandes suite à l'affiliation syndicale. On l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que beaucoup de salariés restent invisibles parce qu'il y a la peur de perdre son emploi, par exemple. Il y a beaucoup de pression psychologique. Il y a aussi l'esclavage, les insultes envers les salariés qui se disent traités comme des chiens. La nationalité, on a parlé des clans, on a parlé des gens qui se rassemblent puisqu'ils ont la même nationalité. Parfois aussi l'habillement, des humiliations. Voilà, donc j'en ai déjà fait, on va dire, un bon petit listing, mais il y en a encore plein d'autres et je vais pas continuer parce que je pense que j'ai le constat, mais bon, je pense que Daniel aura certainement des questions par la suite et on reviendra sur tous ces points. Merci. Merci Estelle. Ce qui m'a maintenant vraiment un peu soulagée, c'est qu'il y a certains cas qui n'arrivent pas devant la justice, mais les délégations peuvent régler ça en entreprise. Donc c'est peut-être aussi encore un autre aspect iceberg qui existe, mais plutôt du côté positif alors. Donc ma prochaine question, là je la pose à David, en ce qui concerne le syndicat commerce, et c'est plutôt précis, connaissant un peu le syndicat d'aujourd'hui, puisque vous publiez beaucoup, et j'ai vu plein de délégués de chez vous. Est-ce que tu penses que nos délégations du personnel et aussi nos directions syndicales sont les organes qui regroupent toutes les délégations, sont assez hétérogènes pour comprendre les problèmes des salariés concernés de discrimination? Assez, peut-être pas encore, mais je pense qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite au cours des dernières années. Je pense que c'est évidemment dû aussi à l'évolution du secteur en question, qui est un secteur quand même qui est aussi très hétéroclite, qui a à peu près 3/4 ou voire plus d'étrangers, donc de personnes non luxembourgeoises, que ce soit des frontaliers, que ce soit des résidents, mais non luxembourgeois. Donc qui représente aussi tout un tas de nationalités, d'origine, etc. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus. Je pense que à l'heure actuelle, nos structures représentent de plus en plus, en tout cas, l'hétérogénéité du secteur. Comme je dis, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Évidemment, il reste toujours du travail et on ne peut jamais dire que c'est assez. Mais je voudrais juste donner un exemple qui date de hier, parce que j'y ai pensé avant. On avait hier donc une journée syndicale où il y a eu un changement de structure avec une fusion entre le syndicat commerce, une partie du syndicat alimentation, et j'ai eu un délégué donc un délégué du personnel qui est délégué depuis plusieurs années, qui est lui-même issu de l'immigration et frontalier en plus, et qui est venu me voir à la fin de cette journée syndicale et qui m'a dit je suis tellement content d'avoir participé, je me sens chez moi ici, j'ai l'impression que c'est une grande famille et que je suis entre gens comme moi. Et je me sens beaucoup mieux ici que quand je suis au boulot. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et je pense que c'est quand même aussi dû au fait que il y a de tout. Il y a des gens de toute entreprise, il y a des gens un peu qui viennent de partout, il y a des frontaliers, des non-frontaliers, des personnes de différentes origines. Et c'est aussi quand même quelque chose, je pense qu'il faut prendre en compte et promouvoir aussi activement. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du fait d'investir de nouveaux terrains, parce que je pense que historiquement, le syndicat commerce c'est évidemment surtout développé dans des entreprises luxembourgeoises. Je prends l'exemple des Cactus, de Bram, des entreprises comme ça, qui étaient quand même des entreprises de tradition luxembourgeoise. Maintenant, on a beaucoup plus des petites enseignes, on a beaucoup plus des multinationales aussi qui s'implantent, qui ont une toute autre population. Alors, les populations commencent quand même à s'approcher. Il y a de moins en moins de luxembourgeois, pour être clair. Même chez Cactus, il reste pas beaucoup de luxembourgeois en soi. Mais je pense que c'est là aussi le fait d'investir de nouveaux terrains, de nouvelles entreprises, des entreprises où on n'était pas encore présent auparavant,
qui nous apportent aussi des personnes issues d'autres horizons. Je pense que c'est aussi, et là aussi c'est une question de promotion active, je pense, c'est aussi identifier des personnes dans les entreprises qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent jouer un rôle de porte-parole, qui peuvent rassembler leurs collègues derrière elles, qui peuvent mobiliser, qui peuvent sensibiliser, etc., et les promouvoir. Et voilà, si on identifie de nouvelles personnes, souvent, vu la population, c'est des populations aussi qui sont issues de l'immigration ou qui sont frontaliers ou autres. Donc je pense que là aussi, c'est une question de promotion active. Une autre question qui en fait partie, en quelque sorte, c'est aussi la question de la langue. On a toujours cette problématique, ou cette thématique, dans toutes nos structures, je pense. Dans quelle langue est-ce qu'on le fait? Parce qu'on a des gens qui parlent luxembourgeois, qui préfèrent parler en luxembourgeois. Nous, on a beaucoup de gens qui parlent en français et qui préfèrent le français. On a d'autres secteurs, je pense à l'aviation, par exemple, où c'est plus anglophone, ou les banques. Voilà. On a tout un tas de différentes langues. Et du coup, ça aussi, c'est une question qui se pose. Personnellement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que nous, on a quand même un secteur qui est une très forte composante frontalière et frontalière franco-belge, je dirais. Et donc, à un moment, on a décidé de faire nos réunions et tout ce qui se faisait en français, parce que c'est la langue de la majorité dans le secteur. Ce qui n'empêche pas de mettre à disposition une traduction quand il le faut, ou même de changer entre les langues. Mais je pense que ça aussi, c'est une question qui a une importance, où il n'y a pas de réponse parfaite, parce que ça dépend du secteur, ça dépend du contexte, etc. Quand on le fait en français, peut-être qu'il y a des gens, même si on offre une traduction, peut-être qu'il y a des gens germanophones qui vont peut-être pas venir. Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, beaucoup tournent aussi au Luxembourg autour de la langue. Ensuite, ça passe aussi par une position, je dirais, active sur la question du racisme et des discriminations. Ça veut dire aussi, on ne tolère pas de comportements, de phrases racistes ou autrement discriminatoires, que ce soit dans les entreprises, évidemment, mais que ce soit aussi dans nos structures, parce que, je veux dire, le racisme existe partout dans la société, donc pourquoi il ne devrait pas exister chez nous? Évidemment que c'est aussi un problème qui peut se poser chez nous, et donc je pense que là aussi il faut avoir une position ferme sur cette question, et quand il y a ce genre de comportement, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les gens à la porte, ça veut plutôt dire qu'il faut chercher la discussion, qu'il faut aborder les sujets et ne pas avoir de tabou et dire voilà, je ne suis pas d'accord. La position de l'OGBL sur la question, c'est que on ne tolère pas le racisme, on est une organisation antiraciste, antifasciste et antidiscriminatoire, et clarifier aussi cette position. Je pense que ça donne aussi une certaine sécurité aux gens qui veulent s'engager et qui sont ou peuvent être victimes de discrimination. Ensuite, c'est aussi une question de donner de la visibilité. C'est aussi ça, quand les salariés du secteur sont majoritairement issus de l'immigration ou non luxembourgeois, il faut aussi commencer petit à petit à mettre de plus en plus en avant aussi des gens qui s'engagent et qui sont issus du même arrière-fond, je dirais. Évidemment, c'est aussi un processus qui met du temps, parce qu'on a des gens qui sont là de longue date, et c'est des militants et des délégués excellents qui sont peut-être luxembourgeois, mais il faut aussi mettre en avant d'autres personnes et ne pas seulement toujours mettre en avant les mêmes personnes qui viennent peut-être d'une époque où le secteur était plus luxembourgeois, purement luxembourgeois. Et après, il y a aussi la thématique de ce qui se passe dans les entreprises. On voit par exemple de plus en plus que les entreprises, surtout les multinationales, je pense à H&M, Zara, des entreprises, Inditex en général, des entreprises de ce genre, qui elles qui commencent à adopter une politique de diversité. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc eux-mêmes commencent à promouvoir ce genre de politique. Et évidemment, on est aussi porteur de ce genre de politique. C'est-à-dire que quand il y a ça, alors on peut se disputer sur tout un tas de questions et on ne peut pas être d'accord. Et on peut aussi dire que souvent ces politiques de diversité sont aussi là pour voiler d'autres problématiques et pour ne pas parler de salaire et de conventions collectives, etc. Mais néanmoins, il faut aussi dire que voilà, c'est un pas dans la bonne direction en ce sens-là. Et donc, évidemment, là où la question se pose,
on est aussi partenaire et on s'engage aussi sur cette voie-là. Après, il y a des questions qui se posent, qui sont aussi des fois où on ne trouve pas de bonnes réponses. Récemment, on a la question chez Inditex, donc Zara et compagnie, de l'autorisation du port du voile sur le lieu du travail. C'est une question où, voilà, c'est une question sensible, on va dire. Même politiquement, c'est une question où on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais quand on voit quand même que, surtout dans cette entreprise, on a une forte population d'origine musulmane, c'est une question qu'il faut quand même prendre en compte, qu'on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas en faire un tabou. Donc il faut en discuter, il faut essayer de trouver une position qui soit dans l'intérêt de la majorité des salariés de l'entreprise. Voilà, je pense que c'est un peu le tour des différents points clés qui me sont venus à l'esprit vu de la question. Et je pense que si on veut être, et on est de fait un constructeur d'avenir, hein, comme on dit, si on veut être un syndicat d'avenir, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et c'est des questions sur lesquelles il faut qu'on progresse à l'extérieur, mais aussi dans nos structures. Voilà, merci. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter là-dessus parce que, de nouveau, ça souligne que si on détecte les problèmes, on peut en discuter, on peut régler souvent des choses sans grand tam-tam et sans le porter vers l'extérieur. C'est peut-être aussi parfois un problème de l'OGBL. On fait des bonnes choses, mais on n'en parle pas. Donc c'est assez triste quand même. Mais tu as dit quelque chose sur la langue et là, mon moment est venu parce que lorsque on a organisé cette semaine contre les discriminations, la langue, ça m'a vraiment posé des problèmes parce qu'en fait, puisque tout est en français, on a évasé plein de demandes qui sortent de l'immigration. Donc là aussi, et je veux être là autocritique pour l'OGBL, on doit réfléchir au futur comment faire. J'ai voulu vraiment le dire. On en a discuté, on a dit que ça peut poser des problèmes, mais que l'organisation sera assez compliquée, mais on fera mieux au futur, comme ça, du moins, ça a été dit. Bon, ma prochaine question va à Joël. Ce dernier rapport du Centre de l'égalité de traitement, c'est là pour la première fois que l'origine ethnique est le premier motif de discrimination. Parce qu'avant 2021, le handicap était toujours, et ça depuis 2011, le premier motif. Suivi par l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une race ou ethnie, le sexe après, la religion ou les convictions, l'âge et l'orientation sexuelle, c'était comme ça toujours les motifs de la discrimination. Donc, Joël, quels sont les problèmes et discriminations auxquels les travailleurs handicapés ont dû faire ou font encore face dans le monde du travail ou sur le chemin pour se rendre au travail? Parce que je sais que notre département a fait beaucoup d'efforts pour analyser ces situations-là. Raconte-nous un peu. Alors peut-être juste, avant de commencer vraiment sur le vif de ta question, peut-être juste tout ce que tu as expliqué au niveau que c'était donc maintenant en fait le dernier rapport d'activité, le premier rapport qui montrait au fait une différence entre que le handicap n'était plus à la première place. Il faut dire que ça, je pense que ça a beaucoup à faire aussi justement à l'étude qui a été faite. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Centre d'égalité de traitement, il recense donc des cas de discrimination qui lui sont portés par ou les personnes qui ont été discriminées ou par des témoins, entre guillemets. Et il faut savoir que voilà, M. Patrick Hours, qui est assis pratiquement à ma gauche là, devant, est le président du Centre d'égalité de traitement, a lui-même un handicap visuel et il est très connu dans le monde de l'handicap. Donc au fait, le fait que les personnes handicapées connaissent le Centre d'égalité de traitement, ça tombe sous le sens. Et donc le réflexe dans une situation de se sentir discriminé, d'aller vers le Centre d'égalité de traitement est tout simplement naturel, je dirais.
Peut-être que le centre d'égalité de traitement n'était pas assez connu dans les autres domaines, de personnes étant discriminées, et que cette étude a permis justement aussi à ce que les gens sachent qu'ils peuvent se joindre au centre d'égalité de traitement pour d'autres raisons que juste l'handicap, justement, et que donc ça a fait peut-être changer un petit peu les chiffres. Parce que si on regarde juste l'analyse des nombres de dossiers de traités sur les 3 dernières années, ça reste assez stable au niveau des dossiers de l'handicap. C'est pas comme si ça avait baissé. Donc ça montre bien qu'effectivement, il y a quand même un nombre important de dossiers qui sont signalés au centre d'égalité des traitements. Ça ne veut pas dire que ça représente la totalité de la discrimination dans le sens de l'handicap. Au contraire, ce ne sont que ceux qui ont été signalés. Et il faut faire aussi un petit peu, peut-être la part des choses, entre la discrimination, entre guillemets, directe d'une personne et la discrimination plutôt structurelle, qui touche l'ensemble des personnes ayant un handicap. Si je prends maintenant le cas, par exemple, du travail au quotidien de notre département des salariés handicapés à l'OGBL, je ne peux pas dire qu'on ait déjà eu des dossiers qu'on ait portés devant un tribunal, concrètement basant sur la discrimination d'un salarié qui aurait été discriminé vraiment en raison de son handicap. Parce que malheureusement, cette discrimination se fait de manière très perfide. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir et qui va te dire « toi, je t'aime pas parce que tu es handicapé » et qui va commencer à tout faire pour lui rendre la vie impossible. Ça se passe autrement. Pour donner juste quelques petits exemples, et là, sans rentrer dans le détail, c'est par exemple beaucoup dans la situation de personnes ayant un handicap mental, intellectuel, et qui travaillent par exemple dans les domaines d'entretien parc, etc., même donc dans le domaine par exemple communal, qui sont très souvent réellement harcelés par les collègues, où on les prend un petit peu pour les bêtas de service. On se permet de leur faire des petits tours en leur cachant leur matériel, par exemple, et puis on les fait chercher le balai ou la pelle, et on leur fait des remontrances s'ils ne sont pas rapidement de nouveau à leur poste, et ce genre de chicanerie, comme ça se passe très souvent dans le jardin d'enfants, en fait. Donc c'est même très effrayant de voir comment des personnes adultes peuvent s'amuser à ce genre de pratiques. Après, est-ce que c'est dû par un manque de sensibilisation, manque d'éducation, manque de peut-être d'humanisme tout simplement aussi et de respect à l'autre, j'en sais rien, mais on peut constater qu'effectivement il y a quand même régulièrement des cas de personnes qui viennent effectivement à notre département et se plaignent de ce cas de figure. Ensuite, un des derniers cas qui est encore en cours, donc là je ne peux pas dire, ça sera peut-être un dossier qui sera enfin aussi porté plus loin, c'est une personne qui est doublement discriminée, d'une part effectivement en raison de son handicap physique, et d'autre part pour aussi sa ethnique, donc couleur de peau. Cette personne a été embauchée et travaillé sur la traitance de dossiers financiers, avait toujours de très bons résultats, c'est-à-dire dans cette entreprise, ils font trimestriellement parlant des bilans des buts qu'ils devaient atteindre, et s'ils les ont atteints, est-ce qu'ils pourraient améliorer, etc. Il y avait toujours de très bons résultats, et tout d'un coup, il y a eu un changement au niveau de la hiérarchie, où il y a donc un nouveau responsable de ce service qui est venu, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, la personne-là passe d'un très bon collaborateur au dernier des imbéciles, si je puis dire. Et il était aussi très bien intégré dans son équipe, et il avait aussi donc une très bonne relation collégiale avec les autres collaborateurs. Et petit à petit, ce harcèlement venant de la hiérarchie a fait telle pression aussi sur les collègues qu'actuellement il est totalement isolé. Et effectivement, il n'y a personne non plus qui est prêt à dire vouloir témoigner en sa faveur ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une mise au placard. Et là, c'est clair et net parce qu'il a, mais c'est malheureusement des choses qu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver, mais il a entendu clairement 2 collègues parler entre eux, comme quoi que le chef leur avait demandé de l'isoler et que de toute façon, une personne de couleur, je ne vais pas dire le mot qu'il a utilisé parce que c'est un mot qu'on n'utilise malheureusement plus chez les gens bien sensibilisés, et en plus handicapés, n'avait rien perdu dans ce service. Voilà, donc c'est clair et net, mais le problème c'est comment on veut prouver ce genre de choses.
Après, les discriminations plutôt d'ordre structurel, c'est plutôt au niveau des aides et même des lois ou tout ça qui existent, où il y a tout simplement un manque réel encore d'aménagement pour permettre vraiment l'égalité des chances. Par exemple, commençons par quelqu'un qui veut faire un apprentissage professionnel. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui va chercher un emploi, qui a fait sa demande de reconnaissance de statut de salarié handicapé, et qui, à partir de ce moment-là où il va signer un contrat de travail, peut bénéficier d'aménagement de son poste de travail. Donc là, par exemple, il peut avoir l'installation de portes qui ouvrent électriques, ou d'un aménagement spécifique au niveau de son ordinateur, ou d'autres aménagements qu'il a besoin pour pouvoir travailler le plus autonome possible à son poste de travail. Par contre, malheureusement, pour quelqu'un qui veut faire un apprentissage, il n'y a pas encore la possibilité d'avoir le statut et donc de pouvoir bénéficier d'aménagement. Donc il doit faire un apprentissage sans pouvoir recevoir les aides aux besoins spécifiques qu'il a. Donc c'est pratiquement lui mettre des bâtons supplémentaires dans les roues et lui rendre cet apprentissage-là très difficile, pour ne pas dire impossible. Ensuite, il y a également au niveau justement du transport, c'est ce que tu avais déjà énoncé, un gros problème au niveau de ceux qui ne peuvent malheureusement pas participer ou prendre tout simplement le transport public en commun, parce que malheureusement l'handicap est trop lourd pour pouvoir monter dans un bus ou dans un train, ou tout simplement parce que peut-être le déplacement entre le domicile jusqu'au prochain arrêt est trop loin, donc ça ne doit pas forcément être que le bus qui est un problème, ou le train, ou quoi que ce soit, mais ça peut être tout simplement que la personne habite trop loin d'un prochain arrêt et ne peut pas se déplacer de manière autonome pour s'y rendre. Elle aurait théoriquement donc le droit, ou du moins ça n'a jamais été trop un problème, le droit d'un transport spécialisé. Malheureusement, il y a maintenant 2 ans et demi déjà pratiquement de ça, que ce service a été réformé et que des nouvelles conditions ont été donc formulées par le ministère des Transports, à qui a le droit d'utiliser ces moyens de transport et qui ne les a pas ou ne les a plus. Et là, effectivement, on a constaté qu'un grand nombre de personnes qui travaillaient déjà pour certains depuis plus de 15 ans sur le marché ordinaire du travail, et qui profitaient de ce type de service de transport spécialisé pour se rendre à leur travail, qui se sont vus tout d'un coup, sur le délai de à peine 5 jours, retirer ce service, et donc se devaient se débrouiller tout d'un coup pour pouvoir aller à leur travail. Ce qui pour beaucoup était vraiment un moment de grande panique, parce qu'ils n'avaient absolument pas de solution pour pouvoir continuer de pouvoir se rendre à leur travail, et avaient vraiment peur de perdre aussi leur travail. Donc là, effectivement, notre département a essayé, en négociant avec le ministère des Transports et aussi avec les employeurs des personnes qui étaient touchées directement et tout ça, d'arriver à trouver des arrangements. Partiellement, ça a été fait, mais le problème en lui-même est toujours encore en cours, c'est-à-dire que ça reste toujours encore problématique, entre guillemets. Aussi, ce qu'on constate, c'est que le salarié handicapé en tant que tel, s'il bénéficie d'aides, comme par exemple de services de transport spécialisés, c'est un petit peu considéré comme si ce salarié-là n'avait pas la même valeur qu'un autre salarié, parce que, par exemple, d'arriver à l'heure à son travail, ça ne semble pas du tout être important pour le ministère des Transports. C'est-à-dire qu'on réserve son bus pour être à l'heure à son travail, et il y a tout simplement, de manière vraiment répétée et fréquente, que finalement on reçoit sa course avec 20 minutes, une demi-heure de retard. Ce n'est vraiment rien de rare. Et si on signale ça donc au ministère des Transports, qui a un service en plus où on peut signaler les problèmes qu'on rencontre, c'est vraiment pas vraiment pris au sérieux. Mais ça pose un vrai problème, parce que les personnes qui travaillent, qui sont embauchés, ils ont évidemment la même obligation que n'importe quel autre collègue d'arriver à l'heure à leur poste de travail, et en fonction de quel poste qu'ils occupent, peut-être un poste clé, ou dans le sens, par exemple, où ils font la réception, où ils doivent être à l'heure là pour pouvoir déjà simplement que l'entreprise soit prête quand les gens arrivent, par exemple. Donc et c'est pas vraiment pris au sérieux, c'est un petit peu comme si la personne salariée handicapée, c'était une balade qu'elle va faire. Ce n'est pas maintenant très important qu'elle arrive à l'heure ou pas, Donc ça, ce sont des choses qu'on constate. Après, une autre chose qui est très très grave, ça c'est au niveau aussi, par exemple, des aides
ou financières qu'éventuellement une ADEME peut payer, comme le RPGH ou par exemple aussi le Fonds national de solidarité qui au fait paye concrètement le RPGH. Donc le RPGH, c'est le revenu pour personnes gravement handicapées. Ce revenu, on peut le recevoir sous plusieurs conditions. Ça peut être, par exemple, si on est à la recherche de longue date d'un travail, qu'on n'a pas d'autres revenus, ou pas le droit au chômage ou d'autres sources de revenus, on peut recevoir ce RPGH. Ou alors, là, pour des personnes aussi qui, par exemple, ne peuvent pas aller travailler du tout. Bon, mais les personnes qui ne peuvent pas aller travailler du tout, c'est pas là où ça pose un problème. Mais, par exemple, pour les personnes qui reçoivent ce RPGH, comme on pourrait dire en attente de trouver un emploi, ils sont liés, bien sûr, à des conditions strictes qu'ils doivent remplir. Donc, c'est-à-dire, ils doivent être inscrits, entre autres, comme demandeurs d'emploi, ils doivent se présenter à des convocations, etc. Et là, dans certains cas de handicap, parce qu'il faut faire attention, le handicap, c'est quelque chose de très vaste. Il y a le handicap physique, pour dire maintenant juste quatre catégories, mais dans ces 4 catégories, il y a plein d'autres sous-catégories. Il y a le handicap physique, il y a le handicap psychique, il y a le handicap sensoriel, et puis le handicap mental, disons. Et donc, dans le cadre, justement, handicap psychique, il faut savoir que ce sont aussi souvent des personnes qui ont du mal avec tout ce qui est autorité, avec ce qui est les règles, ce qui est de retenir vraiment les dates ou de rentrer des documents à temps, par exemple, quand on leur demande, etc. Malgré tout, bien sûr, très souvent, ces gens-là reçoivent une aide aussi externe pour gérer leur vie, mais malgré tout, le but est d'essayer de rendre chacun le plus autonome possible. Donc, on laisse quand même aussi aux personnes où on pense qu'il y a possibilité de justement améliorer leur autonomie, la possibilité d'aller vers ce chemin-là. Et donc là, par exemple, on a maintenant de plus en plus de dossiers qui arrivent où le Fonds national de solidarité envoie une convocation quelconque, une demande quelconque à la personne, et si la personne ne répond pas en dehors les 8 jours, elle se voit couper pénalité de son RPGH, par exemple. Et même si alors, après coup, on essaie d'argumenter que cette situation-là est clairement due à l'handicap, que la personne tout simplement ne peut pas fonctionner comme ça et qu'elle n'avait peut-être pas justement là aussi son assistante sociale ou quoi que ce soit sous la main, etc., il n'y a rien à faire. Voilà. Et ça met les personnes donc aussi très souvent dans des situations financières plus que précaires. Et c'est quelque chose qui ne devrait tout simplement pas être. Donc c'est clair qu'il faut responsabiliser les gens, mais on ne peut pas comme ça voilà. Ensuite, encore un autre aspect, c'est que j'ai parlé déjà à plusieurs reprises du fait des personnes qui étaient sur le premier marché du travail, donc le marché ordinaire. Il faut savoir que pour beaucoup de personnes qui ont le statut de salarié handicapé, il existe aussi ce qu'on appelle le marché du travail secondaire, donc les ateliers avant appelés ateliers protégés, aujourd'hui appelés ateliers d'inclusion. Alors, ça sonne bien, atelier d'inclusion, mais il faut dire qu'en dehors du nom qui a changé, dans la pratique, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé, ça fonctionne toujours de la même façon, et malheureusement, c'est vraiment un monde du travail parallèle au monde du travail ordinaire, où les personnes en sortent trop rarement. Ils arrivent trop rarement à quitter ce domaine du salarié protégé, entre guillemets, pour aller vers le marché ordinaire. Et là, ce qui est un grave problème, c'est que les personnes qui sont embauchés dans ces ateliers, ils reçoivent le salaire minimum garanti non qualifié, et ça va rester de la date où ils ont signé leur contrat de travail jusqu'à la date où ils le quittent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution de carrière, il n'y a aucune évolution de salaire. Et nous avions d'ailleurs justement, il y a maintenant à peine un mois de ça, un entretien avec le ministère du Travail et le ministère de la Famille, les deux ministères responsables du domaine de l'handicap, pour leur parler de cette situation et qu'au fait c'était discriminatoire. Et eux nous ont dit clairement que la loi n'empêchait à aucun atelier protégé de donner plus s'il le voulait. La garantie que les ateliers protégés ont, c'est que l'État prend en charge 100% du salaire minimum garanti. C'est-à-dire que les institutions ne payent rien au salaire de ces salariés handicapés, font de la production, avec quand même ces salariés handicapés, et seraient libres de donner des augmentations ou des primes d'encouragement ou quoi que ce soit.
s'ils le souhaiteraient. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque justement, on constate que c'est dans tous les ateliers, malheureusement, comme ça. Donc voilà, il y a vraiment deux cas différents de discrimination, dans un sens, le côté plutôt structurel, entre guillemets, hein, donc voilà, et puis les discriminations directes, entre guillemets. Hein, donc, ouais. Bon, merci Joël. Oui, il y a plusieurs pistes là à suivre. Je dirais que, bon, c'est peut-être un peu, oui, mais il y a du pain sur la planche. Il y en a assez, et on voit très bien qu'il y a aussi encore beaucoup de changements à apporter à la législation actuelle. Et donc, ma prochaine question va à Michel. Donc, notre législation en matière d'égalité de traitement, de discrimination et de harcèlement, discrimination, harcèlement, qui vont souvent de pair, est principalement le fruit de la transposition de directives et accords socio-européens, partiellement négociés entre nous et les autres partenaires sociaux. Donc, est-ce que notre législation est suffisante à tes yeux? Est-ce que les mécanismes prévus sont efficients? Est-ce qu'elle aide vraiment à prévenir et remédier aux discriminations et au harcèlement? Ben, je pense que la réponse est assez claire après les témoignages qu'on a déjà entendus avec les collègues des secteurs et départements, mais aussi au vu des chiffres de l'étude qui a été présentée, c'est que non. Si on a des cas comme ça, si on a des chiffres comme ça montre qu'il y a un problème et que les leviers légaux qui sont en place sont insuffisants. Ce qui est bien, c'est qu'il existe des lois. Donc il semble y avoir quand même une vraie volonté du législateur de faire quelque chose. Mais dans la réalité concrète, on constate que souvent, ces textes sont bien pensés, mais qui restent en partie lettres mortes. Et il y a des raisons à ça. Et c'est ces raisons-là qu'il faut voir et analyser et qu'il faut y remédier. Une première chose, c'est que pour y remédier, il nous faut des chiffres et des statistiques, et je pense que ça a été aussi dit avec l'étude. Parfois, on les a, mais il nous en manque aussi. Il faudrait vraiment avoir des chiffres concrets et comparables sur toutes les formes de discrimination qui existent. Malheureusement, d'ailleurs, le résultat de l'étude ne m'a pas vraiment surpris, parce que c'est quelque chose qu'au niveau du département Equality, donc on traite surtout des questions égalité hommes-femmes, on a constaté aussi quand l'année dernière on a fait un peu notre propre sondage qui n'avait pas vocation à être scientifique, mais quand même je pense qu'il a une certaine représentativité et on a eu des résultats assez clairs. Dans notre sondage, une femme sur deux, quasiment, s'est dite victime de harcèlement sur le lieu de victime de sexisme sur le lieu de travail. 19% ont même dit qu'elles étaient victimes de harcèlement, donc c'est encore plus grave que le sexisme qui peut être structurel, comme Joël a expliqué pour les discriminations, où c'est vraiment plus des attaques par petites touches et plus difficile à prouver. Et ce qui est ressenti aussi, c'est que ça a quand même eu des conséquences réelles pour les personnes qui étaient dans ces situations-là et qui ont témoigné vraiment de problèmes de physique ou mentaux qu'elles ont vécu par rapport à ces vécus-là. Donc le problème est réel, les effets sont réels. Et le plus dramatique, c'est qu'au niveau de ce qui se passe après, c'est que déjà la plupart des personnes ont dit ne pas avoir informé leur employeur. 92% ont dit je n'ai pas informé mon employeur, c'est énorme. Et sur les personnes qui l'ont, les personnes qui l'ont fait, il n'y a qu'une très très petite partie, 8%, qui ont dit oui, il y a des choses qui sont passées par la suite. Donc c'est là vraiment qu'on voit que, par exemple, dans le monde du travail, il n'y a pas assez de leviers. Il n'y a pas assez de moyens d'action. Et en plus, il y a une vraie peur des personnes qui subissent des discriminations à prendre la parole et à témoigner. Et ça a une raison. Et la raison, c'est que toute la charge de la preuve repose sur la personne discriminée. Donc déjà, je fais le pas de dire je suis discriminée, c'est un pas difficile. Il y a une barrière psychologique aussi dans notre société très productiviste, très axée sur la réussite, de se dire je suis discriminée et je vais porter plainte, parce que c'est souvent aussi une image des
que les personnes n'ont pas d'elles-mêmes. Elles ne veulent pas dire qu'elles sont en situation de subir des discriminations parce qu'elles ont l'impression que ça va être perçu comme faiblesse, et c'est une peur réelle qui existe et qu'il faut aussi contrer. Et alors, même si elles trouvent le courage de le faire, elles ne se sentent pas soutenues. Et on l'a vu avec les cas aussi que Estelle a présentés, mais aussi dans l'étude. Après, il y a des personnes qui échouent aussi. Et ça, c'est terrible. Donc, non seulement je suis victime, je prends tout mon courage, je vais agir contre, et après, je suis désavouée alors que les faits étaient réels. C'est une expérience horrible, et ça montre qu'il y a du pain sur la planche et qu'il faut vraiment un meilleur encadrement et une meilleure loi et des meilleurs leviers pour aider ces personnes-là, et que la responsabilité ne doit pas être sur l'individu, mais qu'il faut vraiment des contraintes réelles au niveau législatif. Pourquoi est-ce que c'est la personne qui doit tout prouver ? Par exemple, en Islande, au niveau de la discrimination salariale entre hommes et femmes, là, il y a vraiment un retournement de la situation dans la législation, et la responsabilité a été mise sur l'entreprise qui doit, elle, prouver de façon générale qu'elle ne discrimine pas. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Je sais que si je dis ça, il y a des fédérations patronales qui vont bondir, mais pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les entreprises qui devraient aussi montrer qu'elles ne discriminent pas pour quelque raison que ce soit ? C'est quand même une réflexion qu'on devrait avoir, des discussions qu'on devrait avoir. Et je voudrais quand même aussi juste pointer encore quelque chose qui a été aussi brièvement mentionné dans l'étude, le problème de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez facile. Le constat que les discriminations peuvent aussi être cumulées. Donc je peux être discriminée pour mes origines ethniques, pour ma religion, pour mon orientation sexuelle, pour mon genre, etc. Mais si une personne, par exemple, est une femme asiatique, homosexuelle, vivant avec un handicap, on peut facilement imaginer que cette personne-là va, avec une forte probabilité, subir des discriminations multiples. Et là, c'est beaucoup plus grave. Et on a des cas aussi concrets. Il y a un cas, il y a un an à peu près, qui a été thématisé dans la presse, d'une femme qui était réfugiée, qui était victime de harcèlement sexuel, et qui a porté plainte. Donc elle a fait ce qu'il faut, elle a pris son courage, elle a témoigné, elle a porté plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a pris son passeport et on l'a menacé d'expulsion. Donc heureusement, elle s'était adressée aux bonnes structures. Il y a des structures qui se sont battues pour elle. Et ça a été annulé. Mais ça, c'est un cas d'une personne qui était bien encadrée. Il y en a d'autres. Il n'y a pas toujours l'article dans la presse qui fait que ça va être résolu. Donc ça aussi, c'est un problème spécifique qu'il ne faut jamais perdre de vue, parce que là, c'est encore beaucoup plus grave. Bon, tu as en fait maintenant énuméré plusieurs choses. Tu as dit la charge de la preuve. Bon, on sait bien qu'en ce qui concerne la législation contre le harcèlement sexuel, là on a le renversement de la charge de la preuve. Et nous, en tant qu'organisation pour femmes, dans le temps, quand cette loi est venue, on était assez contents que ça existe. Bon. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si je me sens harcelée, alors l'employeur doit prouver que je ne l'étais pas. Mais tout ça existe, mais on sait aussi que cette loi, il n'y a pas beaucoup de cas qui sont portés en justice. Mais je dirais que le renversement de la charge de la preuve aiderait peut-être déjà des gens qui étaient en justice où le juge a dit pas assez de preuves. Si l'autre côté doit prouver qu'il n'y a vraiment rien eu, c'est autre chose. Bon, mais je voulais encore, pour terminer, poser une question à toute la ronde. Monsieur Wesch, il a déjà, dans ses conclusions, donné quelques pistes qu'il a proposées. Est-ce que ces pistes nous conviennent en tant que syndicalistes ? Est-ce qu'on en voit d'autres ? Certaines ont déjà été énumérées par l'une ou l'autre, mais on a discuté entre les portes déjà un peu. Qui veut prendre la parole pour donner encore une qui m'a semblé très bien ? Oui, je pense que pour rebondir là où on a arrêté, effectivement, pour l'inversement de la charge de la preuve, c'est quelque chose qu'en tant qu'OGBL, on revendique
pour le harcèlement moral, où on revendique une véritable loi qui est claire, qui est forte et qui vraiment aide les salariés. Et là, il faut vraiment qu'il y ait ce même renversement de la charge de la preuve comme il existe pour le harcèlement sexuel. Après, au niveau du département des femmes, je vais juste revenir sur la question peut-être du délégué à l'égalité. C'est une discussion qu'on a beaucoup parce que, premièrement, on trouve que le délégué à l'égalité, c'est extrêmement important que ça existe. Et on trouve quand même qu'il faut encore le renforcer. Il a des missions, c'est important, mais souvent, il a des droits de proposition. C'est bien. Mais on constate souvent au quotidien dans les entreprises qu'il y a des propositions qui sont faites, mais l'employeur n'est pas intéressé et alors les moyens d'action sont très très restreints. Aussi au niveau de l'accès aux chiffres de la part du délégué à l'égalité entre hommes et femmes, souvent il n'obtient pas ces chiffres et il y a une véritable barrière légale, même parce qu'on dit RGPD, on n'a pas le droit de communiquer quoi que ce soit. Alors comment prouver une discrimination si on n'a pas accès aux chiffres? Ça c'est un vrai problème. De notre côté, département des femmes, on tient assez à se déléguer à l'égalité vraiment entre hommes et femmes parce qu'on a un peu peur qu'en élargissant à tout, on va perdre ce volet-là. Mais on trouve quand même qu'il faut un vrai moyen d'action pour les autres formes de discrimination. Et on constate que si la mission est un peu conférée à toute la délégation, c'est un peu le phénomène, tout le monde est responsable, donc personne ne l'est vraiment parce que c'est l'autre qui va le faire. Donc je pense que ça pourrait être vraiment une piste de créer une nouvelle fonction au sein de la délégation pour vraiment adresser spécifiquement la question de la lutte contre les discriminations. Quelqu'un d'autre? Je vais vous passer le micro. En fait, je voulais rajouter certaines choses à ce qui a été dit en fait pendant cette conférence-là. D'une part, c'est vrai que le CET réclame aussi beaucoup plus de moyens parce que le CET, comme vous l'avez certainement lu dans les rapports d'activité qu'on publie tous les ans, on est quasiment à la merci des parties adverses. Donc si quelqu'un décide de ne pas nous répondre quand il y a une réclamation de discrimination, il ne répond pas en fait. On n'a aucun pouvoir et donc il y a des projets qui sont en cours en fait pour donner plus de pouvoir au CET, notamment de pouvoir ester en justice par exemple, de pouvoir accompagner par exemple des salariés qui sont victimes d'une discrimination lorsque on peut vraiment établir des preuves. Et de l'autre côté, par rapport à ce qui vient d'être dit sur la transparence des entreprises, il va y avoir des directives de l'Union européenne qui sont en cours d'instance, qui vont être proposées prochainement par la Commission européenne en novembre. Il y en a déjà une qui a été adoptée, c'est la directive sur les salaires minimaux, Minimum Wage Directive, et puis une deuxième qui elle va être présentée en novembre, c'est une directive sur la transparence des salaires. Donc là aussi les entreprises seront de plus en plus contraintes de publier leur organigramme et leur hiérarchie et les salaires qui vont avec. Donc il est vraiment possible de voir à ce moment-là quelles sont les différences de salaire entre hommes et femmes par exemple. Donc c'est cela que je voulais ajouter en fait. Merci. Estelle voulait encore ajouter quelque chose? Oui, moi ce que je voudrais rajouter, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop discuté. C'est que quand les gens subissent quelle que soit la forme de discrimination,
Souvent, les salariés se retrouvent donc en incapacité de travail, donc ont de l'absentéisme important dans les entreprises, hein, puisqu'ils ne trouvent pas d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, par la suite, se font licencier après les 26 semaines, puisqu'il y a la législation qui le permet. Et une chose qui me revient souvent, c'est que quand ils sont aussi convoqués par l'institution, donc la CNS, donc là aussi, on rencontre d'énormes problèmes, puisque quand les gens racontent leur situation, la CNS les écoute, dit « je vous comprends ». Je sais bien que vous êtes absent pour une raison, mais à la fin, le résultat, c'est que les salariés entendent de la part du médecin, écoutez, si ça ne va pas, vous savez, hein, changez d'emploi. Donc c'est quand même grave qu'une institution qui connaît en tout cas les cas, puisque les gens sont en incapacité, soit suite à un harcèlement, donc pour quelque chose de précis. Donc je me pose la question, est-ce que ces institutions, donc comme la CNS, pourraient aussi faire une étude, mais aussi trouver peut-être des moyens. Je sais que c'est pas à eux d'aller dire à l'employeur vous devez cesser ces formes, mais il faudrait qu'on essaie de voir comment la CNS pourrait aussi aider les personnes au lieu de leur dire tout simplement d'aller trouver un travail ailleurs, quoi. Il faudrait déjà peut-être pas une médecine générale, mais plutôt une médecine psychologique aussi là. Mais toi, tu as voulu dire quelque chose encore, David? Moi, c'est juste c'est le mot d'ordre de transparence salariale qui me fait réagir. J'espère que tu voulais pas dire la même chose. Mais je pense qu'évidemment, quand on parle de transparence salariale, c'est aussi la question de la promotion des conventions collectives, de la négociation collective, parce que c'est là qu'on obtient une vraie transparence salariale, hommes-femmes, mais aussi autres. C'est aussi là qu'on peut intégrer des procédures contre le harcèlement, plus ou moins exhaustives. C'est aussi là qu'on peut imaginer tout un tas d'autres choses, puisque, comme on le sait, à partir du moment où c'est plus favorable aux salariés que la loi, on peut tout négocier dans le cadre d'une convention collective. Donc là aussi, je pense qu'un des moyens pour avancer sur ce chemin, c'est évidemment comme on le revendique toujours, de promouvoir la négociation collective et les conventions collectives. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Peut-être si on parle de transparence, beaucoup de choses ont été faites aussi à l'étranger. Il y a une chose qui a été faite en France dans certaines entreprises dans le cadre du dialogue social, c'est l'anonymisation des curriculum vitae qui sont envoyés à l'entreprise. Ce qui m'a positivement surpris parce que c'était une idée de dire voilà, donc la personne qui envoie son CV, le CV est anonymisé, donc plus de photos, plus de nom, plus de nationalité, plus de lieu de naissance. Où on voit seulement les compétences de la personne. On ne regarde pas donc les effets qui pourraient être nocifs pour la personne due à la discrimination en interne seraient enlevés. Donc c'est vraiment des choses, peut-être des petites choses qui pourraient être faites. Mais pour faire ces petites choses, quand même, il faudrait aussi un cadre légal beaucoup plus protecteur des personnes discriminées. Donc le changement de la charge de la preuve, d'éclaircir vraiment ce phénomène, de dire voilà qu'il y ait que ce soit plus protecteur, plus... qui attaque aussi les auteurs de ces actes, donc qui puissent protéger. Parce que là, si on a ce cadre protecteur, on peut faire beaucoup plus dans les entreprises. Si on aurait plus de cogestion en tant que délégation du personnel, on pourrait aussi discuter sur ces phénomènes-là. David l'a dit, la convention collective est le moyen aussi par excellence de lutter contre les discriminations salariales, parce que là, on peut vraiment mettre des termes clairs, quoique il y a aussi des effets qui sont faits par beaucoup d'entreprises, donc les évaluations personnelles qui sont très subjectives. Et là, à nouveau, la discrimination peut revenir. Donc, c'est pour ça qu'on se bat le plus possible contre cette forme de rémunération. Mais je pense que, comme il a été dit, donc, ces conventions collectives, plus de cogestion, que les délégués qui soient maintenant les délégués à l'égalité, qu'on puisse élargir leurs moyens d'action clairs et nets, sans oublier l'égalité hommes et femmes, mais de vraiment qu'ils aient beaucoup plus de pouvoir. La cogestion et autres, je pense que ça pourrait avoir un effet bénéfique à cette problématique. Et en plus, et là je reprends ce qui avait été dit, de former les gens, sensibiliser les gens aussi dans le monde du travail, dans l'entreprise. Et c'est un rôle que la délégation du personnel pourrait prendre si on aurait cette cogestion, parce que si on pourrait dire, nous on veut faire cela dans l'entreprise, on veut que les gens soient formés
à ce niveau-là. Parce que, comme vous le savez, si on veut faire des plans de formation, c'est au-delà de 150, mais la plupart des sociétés au Luxembourg, c'est des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas cette possibilité de cogestion. Donc, le problème de la discrimination est un problème qui serait à la merci de l'employeur. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs petits éléments à changer, et on pourra avoir vraiment un contexte global de meilleure approche à cette problématique. Je voudrais revenir sur deux choses qui ont été dites. Voilà. D'abord, le curriculum vitae anonymisé, il existe. Il a été fait dans le cadre de la collaboration de la charte justement des partenaires sociaux et entre autres le CGB, UL, INDR et le DTH, le département des travailleurs handicapés. Le problème, c'est juste que c'est au fait à la volonté du client. C'est-à-dire que la personne qui s'inscrit à l'ADEME peut demander d'envoyer un CV anonymisé au lieu d'utiliser le CV normal. Ce qui fait qu'automatiquement, il est stigmatisé. Parce que si le patron reçoit un tel CV, il va déjà se dire, oh, il y a du louche, entre guillemets. Donc, voilà. Est-ce que c'est juste pour les travailleurs handicapés ? Reclassés, travailleurs handicapés, reclassés, mais au fait, n'importe qui peut le demander, ce n'est pas restrictif. Le seul problème, c'est comme je dis, c'est qu'automatiquement, ça fait une stigmatisation, à moins que ce soit quelque chose qui serait généralisé, tout simplement. Donc, il faudrait que la loi soit changée. Ensuite, je voulais juste profiter d'une chose, c'est parce que tu l'as dit, donc je vais le ressauter dessus, sur le problème, par exemple, que ce soir, tout était qu'en français et qu'il n'y avait pas de traduction et qu'automatiquement, donc, ça faisait un peu de l'exclusion. Malheureusement, je dois dire que l'OGBL, il a là aussi beaucoup de travail, pas seulement au niveau maintenant de cette soirée-ci, où on a loupé le coche, entre guillemets, mais dans le domaine justement des personnes handicapées, il faudrait que systématiquement, quelqu'un qui a éventuellement le besoin d'une traduction en langage des signes puisse la demander. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement déjà embaucher quelqu'un et après le payer s'il n'y a personne dans la salle qui va en profiter. Mais la personne devrait avoir la possibilité, qui est intéressée par un sujet, de s'inscrire et dire « j'ai besoin d'un interprète des signes », et à ce moment-là, l'OGBL devrait faire le nécessaire pour qu'il y ait un interprète des signes. Ensuite aussi au niveau par exemple des publications, on a de très bonnes publications sur beaucoup de domaines différents, droit social, droit du travail, ça intéresse aussi beaucoup les personnes handicapées. Malheureusement, justement pour les personnes qui ont éventuellement un problème d'apprentissage, un léger handicap mental, etc., ce sont des textes qui sont très difficiles à comprendre. Et il existe ce qu'on appelle le langage simplifié. Donc on peut écrire des textes de telle façon que le contenu reste juste, correct, mais de manière à ce que tout le monde le comprenne. Donc si on veut, c'est un peu comme de bons politiciens qui s'adressent à la foule où tout le monde comprend, et puis les mauvais où on se dit qu'est-ce qu'il a dit au fait. Voilà. Donc ce serait aussi de faire attention aussi qu'on fasse plus d'efforts dans ce domaine-là, de s'ouvrir justement aussi aux besoins spécifiques des salariés qui ont des difficultés au niveau communication. Bon, merci pour l'autocritique aussi, parce que on se met toujours, on se met en question, oui, et c'est bien, comme ça on évolue. Donc, en ce qui concerne le langage des signes, c'est comme ça, Gebärdensprache. Je l'ai noté. Ça, c'est simple. En ce qui concerne le langage simplifié, on a fait notre comment voter pour les élections sociales comme ça, parce que c'est en fait la PEM qui nous a rédigé les textes déjà il y a presque 5 ans, non 4 ans. Donc ça on l'a fait. Mais je dirais, et là je mets la balle dans ton camp, le département des travailleurs handicapés est aux sources de tout cela, parce que on doit avoir accès à des spécialistes pour le faire. Donc, tu prends la première brochure qui t'intéresse le plus et tu nous demandes un devis et puis on va voir. Ok. Autre possibilité, c'est qu'on forme quelqu'un, moi je suis même prêt à faire cette formation, pour apprendre à faire cette traduction. Donc, le bureau exécutif est présent, ils t'ont entendu.
Ok, bon, je dirais qu'on a terminé notre ronde. Hein. On a beaucoup plus parlé qu'on avait imaginé. Je vous remercie bien. J'espère que les pistes qu'on a maintenant énumérées nous restent en mémoire encore demain et qu'on va les prendre. Mais on se connaît nous-mêmes, on retient presque tout. On est comme des éléphants. Hein. Bon, ok. Bon, merci, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie encore une fois le département des travailleurs, des travailleurs handicapés, mais aussi des travailleurs immigrés, qu'on a pu avoir cette occasion.